Je vous salue tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un char si lourd, si blindé et si lent que même parfaitement fonctionnel, il devenait inutile avant d'atteindre le champ de bataille. Si un char est intact, plein de carburant, armé d'un canon capable de réduire un bunker en poussière, mais qu'il avance plus lentement qu'un fantassin en marche rapide, alors le problème ne vient ni d'un défaut mécanique, ni d'une attaque ennemie. Le problème vient de la table à dessin. Dans l'histoire militaire américaine, il existe peu d'exemples aussi frappants d'un projet où la recherche de l'invincibilité a totalement écrasé la réalité du combat. Ce char n'a jamais été détruit au feu. Il n'a jamais été arrêté par l'ennemi. Il a échoué bien avant cela, au moment même où ses concepteurs ont cru que le blindage pouvait remplacer le temps. L'origine de ce fiasco se situe au cœur de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Alliés préparent l'étape la plus risquée de toute la campagne européenne. Le débarquement à l'ouest du continent n'est pas une fin, mais une porte à franchir. Une fois cette porte ouverte, les armées devront progresser vers l'intérieur des terres, et sur cette route se dresse un obstacle que les états-majors redoutent plus que tout autre. La ligne Siegfried. Une muraille défensive monumentale, étendue de la frontière suisse jusqu'à la mer du Nord, composée de milliers de bunkers en béton armé, de fossés anti-chars, de champs de mines et de positions d'artillerie enfouies profondément dans le sol. Une barrière conçue non pas pour être franchie rapidement, mais pour saigner l'assaillant jusqu'à l'épuisement. Les officiers américains comprennent très vite que les blindés existants risquent d'y être broyés. Les chars moyens disposent de la mobilité nécessaire, mais leur armement peine face aux ouvrages en béton massif. Les chars lourds offrent une puissance de feu supérieure, mais restent vulnérables aux pièces anti-chars dissimulées dans les fortifications. Chaque solution semble comporter une faiblesse fatale. C'est dans ce contexte qu'une idée radicale commence à prendre forme au sein du département de l'armement. Le général Gladeon Barnes avance alors une proposition qui rompt avec toutes les doctrines habituelles. Créer une machine qui ne chercherait ni à manœuvrer ni à contourner, mais à avancer droit devant elle. Un véhicule conçu pour encaisser les coups, ignorer le feu ennemi et détruire méthodiquement les fortifications à tir direct. Pas un char polyvalent, pas un engin rapide. Un véritable bélier blindé, pensé pour briser les défenses les plus épaisses au prix de la lenteur. Les exigences présentées par Barnes stupéfient les ingénieurs. Il exige l'installation d'un canon de 105 mm, capable de pulvériser des bunkers en béton renforcé. Il réclame un blindage frontal dépassant largement les 200 mm, rendant théoriquement inefficace la plupart des armes anti-chars existantes. Il impose une silhouette basse, sans tourelle, afin de réduire la surface exposée aux tirs ennemis. Et surtout, il fixe des délais qui frôlent l'irréalisme. La machine doit être prête rapidement et produite en nombre suffisant pour participer aux opérations en Europe occidentale. La réaction de l'armée est prudente, presque inquiète. Concevoir un engin d'un tel poids dans un laps de temps aussi court représente un risque industriel considérable. Les infrastructures américaines ne sont pas conçues pour manipuler une masse pareille. Les chaînes de production, les ponts roulants, les wagons ferroviaires et même les ateliers d'assemblage atteignent leurs limites avant même que le premier boulon ne soit posé. Quant à la transmission électrique initialement envisagée, elle est jugée trop fragile et trop capricieuse pour un usage militaire prolongé. Après de longues négociations, un compromis est finalement trouvé au printemps de l'année 1944. L'armée accepte de financer non pas une production de masse, mais un nombre très limité de prototypes destinés aux essais. La transmission électrique est abandonnée au profit d'un système mécanique plus classique, jugé plus fiable. Le projet reçoit alors une désignation officielle, T-28. À partir de ce moment, le programme entre dans une spirale de complications. Trouver une usine capable d'assembler une machine de cette taille s'avère presque aussi difficile que de la concevoir. La majorité des sites industriels refusent le contrat, incapables de manipuler des pièces aussi massives. Ce n'est qu'à l'été de l'année 1944 qu'une entreprise accepte finalement de relever le défi. Pacific Car and Foundry. Même ce site se heurte rapidement à des obstacles majeurs. Certaines pièces essentielles, notamment l'énorme élément moulé de la partie frontale du châssis, ne peuvent pas être produites sur place.
Elles doivent être commandées séparément auprès de General Steel Castings. Chaque composant devient un casse-tête logistique. Chaque modification entraîne des retards supplémentaires. Pendant que les ingénieurs ajustent les plans et modifient les spécifications, la guerre continue, sans attendre cette machine censée changer le cours des combats. Les Alliés débarquent en Normandie. Paris est libéré. Les forces progressent vers la frontière allemande. La ligne Siegfried, raison d'être du projet, commence déjà à être contournée et percée par d'autres moyens. Et pourtant, le T-28 n'existe toujours que sous forme de plans, de maquettes et de pièces dispersées dans des ateliers. Même son identité devient floue. Tour à tour classé comme char lourd puis requalifié comme pièce d'artillerie automotrice, l'engin change plusieurs fois de désignation en moins de 2 ans. Un signe évident qu'il ne trouve pas sa place dans la doctrine militaire américaine. À mesure que les ingénieurs renforcent la protection, le poids augmente encore. Les 200 mm de blindage initialement prévus ne suffisent plus. Sur certaines zones frontales, l'épaisseur dépasse désormais les 300 mm, une valeur sans précédent pour l'époque. Mais à mesure que cette forteresse roulante se renforce, une question essentielle reste sans réponse. Comment déplacer une masse pareille à une vitesse compatible avec la guerre moderne? C'est ici, avant même les premiers essais, que le destin du T-28 commence à se sceller. Lorsque les premiers éléments du T-28 commencent enfin à prendre forme, l'enthousiasme initial a déjà laissé place à une inquiétude sourde. Les ingénieurs ne travaillent plus dans l'urgence héroïque du début, mais dans une course contre le temps qu'ils sentent perdu d'avance. Chaque semaine de retard rapproche la fin de la guerre, et avec elle, la disparition du besoin même pour lequel cette machine a été imaginée. Le chantier progresse lentement, non par négligence, mais parce que chaque pièce du T-28 repousse les limites industrielles existantes. Le simple assemblage du châssis exige des adaptations constantes des installations. Les éléments moulés arrivent avec des mois de décalage, parfois nécessitant des reprises, car les tolérances habituelles ne suffisent plus à une masse aussi extrême. À ce stade, le char n'est plus seulement un projet militaire. Il est devenu un objet expérimental que personne n'a réellement appris à fabriquer. À mesure que le véhicule prend corps, une autre difficulté apparaît clairement. Le T-28 n'entre dans aucune catégorie connue. Il ne possède pas de tourelle, ce qui remet en question son statut de char. Son blindage et son armement dépassent largement ceux des canons automoteurs, ce qui le rend incompatible avec cette classification. Cette ambiguïté n'est pas anodine. Elle complique la rédaction des manuels, la définition des missions et même l'entraînement théorique des équipages, qui ne savent pas encore quel rôle exact ils sont censés jouer. Cette confusion administrative se traduit par une succession de décisions contradictoires. Le véhicule est d'abord maintenu dans la catégorie des chars lourds, puis, sous la pression de certains responsables, il est reclassé comme artillerie automotrice, avant que cette désignation ne soit à son tour remise en question. Chaque changement entraîne des ajustements dans les documents techniques, les chaînes de validation et les budgets. Pendant ce temps, le métal continue de s'accumuler sur la coque. Lorsque le premier châssis complet est enfin assemblé, l'impression qu'il produit dépasse toutes les attentes. Le T-28 n'a rien d'un char classique. Sa silhouette est basse, massive, presque écrasante. La proue semble taillée dans un seul bloc d'acier. Les flancs donnent l'impression d'un mur en mouvement. Devant cette masse, même les véhicules lourds américains paraissent fragiles. Pour beaucoup d'officiers présents, ce premier contact visuel est à la fois fascinant et inquiétant. Très vite, un détail attire l'attention. La largeur du véhicule, une fois les modules de chenille externes installés, dépasse tout ce que les infrastructures standards peuvent accepter. Routes, ponts, wagons ferroviaires, rien n'a été conçu pour accueillir une telle envergure. Les ingénieurs ont prévu une solution théorique. Les chenilles externes peuvent être démontées pour le transport. Sur le papier, l'idée semble élégante. En pratique, elle s'avère lourde et chronophage. Le retrait ou l'installation de ces modules exige des heures de travail intensif, un terrain préparé et des équipements spécifiques. Une fois démontés, les blocs doivent être tractés derrière le char comme des remorques massives, transformant chaque déplacement en opération logistique complexe. À ce moment précis, certains observateurs commencent à douter sérieusement de la capacité du T-28 à suivre le rythme d'une armée en mouvement.
Les essais dynamiques confirment rapidement ces craintes. Dès les premiers déplacements, la lenteur du véhicule devient impossible à ignorer. Sur terrain dégagé, le T-28 avance avec une régularité pesante, accompagné d'un grondement constant du moteur poussé à ses limites. Chaque accélération est laborieuse, chaque virage exige de l'anticipation. Les manœuvres simples pour un char classique deviennent ici des opérations à part entière. Le problème central apparaît clairement. Le moteur, pourtant éprouvé sur d'autres véhicules, n'a jamais été conçu pour déplacer une telle masse. La puissance disponible se révèle insuffisante. La machine avance, mais au prix d'un effort mécanique constant. La température grimpe rapidement. Les pauses deviennent fréquentes, non pour des réparations majeures, mais simplement pour éviter la surchauffe. Le char n'est pas en panne. Il est épuisé. Sur terrain irrégulier, la situation empire. Les légères pentes deviennent des obstacles sérieux. Les sols meubles ralentissent encore davantage la progression. Là où l'infanterie contournerait sans hésiter, le T-28 doit s'engager prudemment, sous peine de s'immobiliser. Cette lenteur n'est pas seulement un inconvénient tactique. Elle remet en question la survie même du véhicule en situation réelle, où l'immobilité équivaut souvent à une condamnation. Pourtant, tout n'est pas négatif. Lors des premiers essais de tir, le canon impressionne. La précision est remarquable. La puissance de destruction dépasse les attentes. Les structures en béton, censées simuler des fortifications, sont éventrées avec une efficacité brutale. À cet instant, le concept initial semble brièvement justifié. Face à une position fixe, le T-28 est un outil redoutable. Mais cette réussite ne suffit pas à dissiper les doutes. Un engin capable de détruire une cible, mais incapable de l'atteindre rapidement, reste un paradoxe militaire. Les rapports intermédiaires commencent à souligner ce déséquilibre croissant entre protection, puissance de feu et mobilité. Le T-28 excelle dans 2 domaines, mais échoue dans le 3e, celui qui conditionne tous les autres. Pendant que les essais se poursuivent, le contexte stratégique évolue encore. La guerre en Europe touche à sa fin. Les fortifications pour lesquelles le char a été conçu perdent progressivement leur importance. De nouvelles doctrines émergent, mettant l'accent sur la mobilité, la flexibilité et la coordination inter-armes. Dans ce nouveau cadre, la lenteur du T-28 apparaît non plus comme un défaut tolérable, mais comme une faute conceptuelle. À la fin de cette phase d'essai, une certitude s'impose silencieusement parmi les observateurs les plus lucides. Le T-28 n'est pas simplement en retard. Il appartient déjà à un monde qui disparaît. Un monde où l'on croyait encore qu'un blindage suffisamment épais pouvait compenser toutes les autres faiblesses. Et pourtant, malgré ces signes évidents, le programme n'est pas encore condamné. Il lui reste une dernière chance de prouver sa valeur. Une série d'essais plus poussés, dans des conditions extrêmes, va décider de son sort. Lorsque le programme entre dans sa phase suivante, il n'est plus question de convaincre par des promesses. Le temps des hypothèses est terminé. Désormais, le T-28 doit prouver ce qu'il vaut loin des tracés préparés et des démonstrations contrôlées. Les ingénieurs et les officiers savent que ces essais vont décider de son avenir, et chacun comprend que la moindre faiblesse observée ne pourra plus être ignorée. Le premier prototype est envoyé sur le polygone d'Aberdeen pour une série d'évaluations prolongées. L'objectif n'est plus seulement de mesurer des performances isolées, mais d'observer le comportement de la machine sur la durée. Jour après jour, le char accumule les kilomètres à un rythme péniblement lent. Chaque déplacement nécessite une planification précise. Les équipes de maintenance suivent la machine en permanence, prêtes à intervenir à la moindre alerte. Le T-28 avance, mais toujours sous tension, comme un organisme forcé de fonctionner au-delà de ses capacités naturelles. Très vite, un constat s'impose. Le moteur fonctionne presque constamment à la limite de ce qu'il peut supporter. La moindre accélération prolongée provoque une montée rapide des températures. Les arrêts deviennent fréquents, non pour réparer une panne franche, mais pour éviter une défaillance majeure. Sur le papier, le char est fiable. En pratique, il exige une attention continue qui serait impossible à maintenir en situation de combat réel. Les manœuvres complexes aggravent encore la situation. Les demi-tours prennent un temps considérable.
Les changements de direction doivent être anticipés longtemps à l'avance. Toute erreur se paie par une perte de vitesse difficile à récupérer. Dans un environnement dynamique, où la situation évolue en quelques minutes, cette inertie devient un handicap critique. Le T28 n'est pas seulement lent, il est rigide. Parallèlement, le second prototype suit un parcours différent. Il est envoyé dans le sud-ouest des États-Unis, sur les terrains arides de l'Arizona. Ici, les conditions sont radicalement différentes. La chaleur est écrasante. Le sol est dur, poussiéreux, impitoyable pour les mécanismes. L'objectif est clair, tester la machine dans un environnement extrême, là où les contraintes thermiques et mécaniques atteignent leur maximum. Dès les premières sorties, la chaleur révèle de nouvelles faiblesses. Le système de refroidissement peine à maintenir une température stable. Le moteur souffre. Les performances, déjà limitées, se dégradent encore sous l'effet du climat. Les ingénieurs notent une usure accélérée de certains composants. Chaque sortie laisse derrière elle une liste de corrections à apporter, de pièces à inspecter, de réglages à modifier. Malgré tout, les responsables du programme persistent. Ils veulent croire que ces difficultés sont le prix à payer pour une protection inégalée. Les essais de résistance du blindage viennent renforcer cette conviction. Lors des tests balistiques, la coque encaisse des impacts que peu d'autres véhicules pourraient supporter. Les projectiles laissent des marques, des déformations superficielles, mais sans pénétration catastrophique. Sur ce point précis, le T28 tient ses promesses. Mais la guerre moderne ne se résume pas à la capacité de survivre à un tir. Elle exige mobilité, adaptation, coordination. Et c'est précisément là que le projet commence à vaciller. Les rapports internes deviennent plus prudents. Les formules enthousiastes disparaissent peu à peu, remplacées par des phrases mesurées, parfois lourdes de sous-entendus. La machine est décrite comme puissante, extrêmement protégée, mais difficile à employer dans un contexte opérationnel réaliste. Un événement va toutefois accélérer brutalement cette prise de conscience. Lors d'un essai prolongé, le second prototype est victime d'un incident grave. Le moteur prend feu. Les flammes se propagent rapidement dans le compartiment arrière. L'équipage parvient à évacuer à temps, mais le sinistre est incontrôlable. Lorsque l'incendie est enfin maîtrisé, les dégâts sont considérables. Les systèmes internes sont gravement endommagés. La remise en état exigerait des ressources importantes pour un programme déjà fragilisé. La décision tombe rapidement. Le second prototype ne sera pas réparé. Il est officiellement retiré des essais. En un instant, le programme perd la moitié de ses machines opérationnelles. Cet événement marque un tournant psychologique. Ce qui pouvait encore passer pour une phase difficile devient désormais un chemin sans issue clairement balisé. Pendant ce temps, d'autres projets avancent. De nouveaux chars, plus équilibrés, commencent à apparaître sur les polygones d'essai. Ils ne possèdent pas l'épaisseur de blindage du T28, mais ils offrent une combinaison plus cohérente de mobilité, de puissance de feu et de fiabilité. Les comparaisons, même implicites, deviennent de plus en plus défavorables aux colosses sans tourelle. Les réunions de synthèse se multiplient. Les ingénieurs défendent leur travail, soulignant les performances exceptionnelles de l'armement et la résistance incomparable de la coque. Les officiers opérationnels, eux, insistent sur les contraintes pratiques. Comment déployer une machine aussi lente? Comment l'intégrer dans une unité mobile? Comment la ravitailler, la transporter, la protéger lorsqu'elle s'arrête? Peu à peu, une vérité s'impose. Le T28 n'est pas un échec technique au sens strict. Il fonctionne, il tire, il encaisse. Mais il appartient à une vision de la guerre qui est déjà en train de disparaître. Une vision où l'on croyait encore qu'un char pouvait se contenter d'avancer lentement, protégé par son acier, pendant que le champ de bataille attendrait. À la fin de cette phase d'essai, le programme est suspendu à un fil. Il ne reste qu'un seul prototype en état de marche. Son avenir dépend désormais d'une décision qui ne sera plus technique, mais stratégique. À partir de ce moment, le T28 cesse progressivement d'être un projet d'avenir. Il devient un problème à gérer. Les rapports d'essai sont désormais complets, les chiffres sont connus, les limites clairement identifiées. Pourtant, la machine n'est pas immédiatement condamnée.
Trop d'efforts ont été investis, trop de ressources engagées pour une décision brutale. Le programme entre alors dans une phase étrange, où il n'est ni pleinement soutenu, ni officiellement abandonné. Le dernier prototype, encore opérationnel, reste affecté aux essais, mais sa mission change subtilement. Il ne s'agit plus de prouver son efficacité au combat, mais d'évaluer ce qu'il est possible d'extraire de cette masse d'acier dans d'autres domaines. Les ingénieurs commencent à utiliser le véhicule comme plateforme d'expérimentation. Sa résistance exceptionnelle devient un outil, sa lenteur un paramètre connu, presque accepté. Le char est déplacé d'un site à l'autre pour participer à des tests qui n'avaient jamais été envisagés lors de sa conception. On s'intéresse à sa capacité à supporter des charges prolongées, à exercer une pression extrême sur les sols et les structures. Dans ce nouveau rôle, le T-28 cesse d'être un combattant potentiel. Il devient un instrument d'ingénierie, un objet utilitaire détourné de sa fonction initiale. Cette réorientation n'est pas officiellement annoncée, mais elle est perceptible dans les documents internes. Les références au combat disparaissent progressivement, les termes employés deviennent plus techniques, plus neutres. On parle de contraintes mécaniques, de résistance structurelle, de comportement sous charge. Le vocabulaire de la guerre s'efface au profit de celui du laboratoire. Pendant ce temps, les priorités de l'armée évoluent rapidement. Les enseignements du conflit mondial modifient profondément les doctrines. La mobilité, la coordination entre unités, la capacité de réaction rapide deviennent essentielles. Les véhicules capables de se déplacer vite, d'être transportés facilement et d'opérer sur de longues distances prennent l'ascendant. Dans ce nouvel environnement, le T-28 apparaît comme une anomalie, un vestige d'une pensée stratégique déjà dépassée. Aucune cérémonie ne marque la fin effective du programme. Il n'y a pas d'annonce solennelle, pas de déclaration publique. Le projet s'éteint lentement, administrativement, par une succession de décisions silencieuses. Les budgets sont redirigés, les équipes sont affectées à d'autres travaux. Le char, lui, reste là. Trop massif pour être ignoré, trop encombrant pour être réellement utile. Peu à peu, son utilisation se réduit encore. Les essais se font plus rares. Le véhicule est stationné de longues périodes sans bouger. Lorsqu'il est déplacé, ce n'est plus pour évaluer ses capacités militaires, mais pour servir de charge d'essai lors d'expérimentations sur des infrastructures. Sa masse devient sa seule valeur. Une ironie cruelle pour une machine conçue à l'origine comme l'arme ultime contre les fortifications ennemies. Avec le temps, même ce rôle secondaire perd de son importance. De nouveaux équipements, plus adaptés, apparaissent. Le T-28 est relégué dans des zones périphériques, loin de l'attention des décideurs. Il n'est plus inscrit dans les priorités, mais il n'est pas non plus détruit. Sa simple démolition représenterait un effort considérable. Il reste donc là, immobile, dans une sorte d'oubli organisé. C'est dans cette période de transition que la trace du char commence à se brouiller. Les affectations changent, les responsables administratifs sont remplacés. Les documents se fragmentent entre différents services. À chaque réorganisation, un peu plus de clarté se perd. Le T-28 devient un objet sans propriétaire clairement identifié, un véhicule dont l'existence est connue, mais dont le suivi précis n'est plus assuré. À mesure que les années passent, les références au char se raréfient. Il n'apparaît plus dans les rapports majeurs, il n'est plus mentionné dans les programmes actifs. Ceux qui l'ont vu en fonctionnement quittent leur poste ou prennent leur retraite. Une nouvelle génération d'officiers arrive, pour qui ce colosse sans tourelle n'est qu'un nom parmi d'autres, sans histoire vivante associée. Et puis, presque imperceptiblement, le T-28 cesse d'exister sur le papier. Aucun ordre officiel ne constate sa disparition. Aucun rapport ne détaille son sort. Il ne figure ni parmi les matériels opérationnels, ni parmi ceux envoyés à la destruction. Il glisse hors du champ administratif, comme s'il n'avait jamais vraiment trouvé sa place. À ce stade, la situation devient paradoxale. Une machine de cette taille, de cette masse, ne devrait pas pouvoir disparaître. Et pourtant, elle n'est plus localisée avec certitude. Les archives consultées restent muettes. Les témoignages sont vagues, contradictoires, parfois erronés. Certains supposent qu'elle a été découpée discrètement. D'autres pensent qu'elle a été déplacée puis oubliée sur un site secondaire.
Ce flou n'est pas immédiatement perçu comme un problème. À l'époque, le T-28 n'est plus qu'un projet abandonné parmi d'autres. Personne ne cherche activement à retrouver sa trace. L'armée regarde vers l'avenir, vers de nouvelles machines, de nouvelles menaces, de nouvelles guerres potentielles. Le passé, surtout lorsqu'il est embarrassant, n'est pas une priorité. C'est ainsi qu'un véhicule de presque 100 tonnes, long de plusieurs mètres, disparaît sans bruit. Non pas détruit par l'ennemi, non pas sacrifié sur un champ de bataille, mais effacé lentement par l'indifférence et la bureaucratie. Et ce silence, ce vide laissé par une machine impossible à ignorer, va un jour attirer l'attention. Des années plus tard, une question simple finira par émerger. Que s'est-il réellement passé avec le dernier T-28 ? Pendant de longues années, le T-28 n'est plus qu'un fantôme administratif. Il n'apparaît dans aucun programme actif, ne figure dans aucun inventaire opérationnel et n'est associé à aucune unité précise. Pour l'armée, il n'est plus qu'un projet ancien, classé, oublié, remplacé par des machines plus adaptées aux réalités nouvelles. Et pourtant, quelque part, ce colosse d'acier existe toujours. Au milieu des années 70, l'histoire bascule de manière totalement inattendue. Un magazine militaire américain décide de publier une photographie ancienne, en noir et blanc, représentant un véhicule blindé massif, sans tourelle, à l'allure immédiatement reconnaissable. L'image est accompagnée d'une simple question destinée au lecteur. Identifier cette machine mystérieuse. L'initiative se veut ludique, presque anodine, une sorte de jeu pour passionnés d'histoire militaire. La rédaction ne s'attend pas à ce qui va suivre. Parmi les courriers reçus, une lettre attire immédiatement l'attention. Son auteur n'est pas un historien ni un collectionneur, mais un officier de réserve en activité. Il affirme reconnaître sans hésitation le véhicule photographié. Il ne se contente pas d'en donner le nom, il affirme savoir où il se trouve. Selon lui, le dernier T-28 n'a jamais été détruit. Il se tient toujours sur une base militaire américaine, à l'air libre, partiellement dissimulé par la végétation et recouvert de filets de camouflage. La révélation provoque d'abord l'incrédulité. Comment une machine d'une telle taille aurait-elle pu rester ignorée pendant des décennies ? Les premières réactions sont prudentes. Certains pensent à une confusion, d'autres évoquent une erreur d'interprétation. Pourtant, l'officier insiste. Il fournit des détails précis, décrit l'environnement, la silhouette, la position approximative du véhicule. Des photographies sont demandées. Lorsqu'elles arrivent, les doutes disparaissent instantanément. La forme basse, la masse écrasante, les 4 chenilles, l'absence de tourelle. Il ne s'agit pas d'un véhicule similaire. C'est bien le T-28, le dernier prototype, celui que l'on croyait disparu depuis près de 3 décennies. La nouvelle se répand rapidement dans les cercles spécialisés. Historiens, conservateurs et ingénieurs militaires prennent conscience de l'ampleur de la découverte. Une machine unique, témoin d'un projet extrême, a survécu à l'abandon, à l'oubli et aux réorganisations successives. Non pas protégée dans un hangar, mais laissée à l'écart, utilisée comme simple support pour des exercices secondaires, puis négligée au fil du temps. Une décision est prise. Le char doit être récupéré. L'opération s'annonce complexe. Le véhicule n'est plus en état de fonctionner par ses propres moyens. Sa masse rend tout déplacement délicat. Les équipes doivent dégager la zone, retirer les éléments de camouflage, préparer des équipements capables de supporter un poids aussi considérable. Chaque étape rappelle brutalement ce qui avait déjà posé problème des décennies plus tôt. Déplacer le T-28 n'a jamais été simple. Après des préparatifs minutieux, le colosse est enfin extrait de son isolement. Lentement, méthodiquement, il est chargé, transporté, déplacé vers une installation capable de l'accueillir. Le processus attire l'attention. Des témoins assistent à la scène, conscients d'observer un fragment presque irréel de l'histoire militaire américaine reprendre vie sous leurs yeux. À ce moment précis, le T-28 cesse d'être un simple projet raté. Il redevient un objet tangible, imposant, dérangeant. Une machine qui incarne une époque où l'on croyait encore que la solution à chaque problème se trouvait dans plus d'acier, plus d'épaisseur, plus de masse. Face à lui, les concepts modernes paraissent soudain plus sobres, plus pragmatiques.
Le char est examiné, documenté, déplacé une dernière fois vers un site où il pourra être conservé. Son état raconte à lui seul son histoire. L'usure, les traces du temps, les marques laissées par des années d'exposition et de négligence. Rien n'a été effacé, tout est visible. Ainsi s'achève le parcours opérationnel du T-28. Non sur un champ de bataille, non dans une explosion spectaculaire, mais après une existence marquée par le décalage permanent entre l'intention et la réalité. Conçu pour briser des forteresses, il a surtout révélé les limites d'une vision où la protection absolue prenait le pas sur le mouvement et le tempo de la guerre. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un like sous la vidéo. Partagez vos impressions et vos réflexions dans les commentaires et dites-moi quelle autre machine hors norme vous aimeriez voir racontée ici. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits consacrés aux géants d'acier qui ont marqué, parfois malgré eux, l'histoire militaire.